Je m'appelle Élise Charpentier et j'ai 68 ans. Mais quand je repense à l'origine de toute cette histoire, je me retrouve dans une petite chambre aux murs rose passés, un lit simple habillé de draps à marguerite. J'avais 11 ans cette année-là, et je me souviens de chaque détail de cette nuit-là. L'odeur persistante du gigot du dimanche dans l'air, la manière dont mes chaussures vernies me pinçaient les orteils, parce que je ne les avais pas encore enlevées, et le son des rires s'éloignant dans le couloir, alors que ma mère partait passer la soirée avec ses sœurs. Elle avait demandé à mon oncle René de me garder. C'était le frère cadet de mon père, toujours présent lors des repas de famille, des fêtes, des messes de Noël. Pour les autres, il était drôle, charmeur, toujours une anecdote à raconter qui faisait rire les adultes. Mais ce soir-là, quelque chose m'a semblé différent. Je ne savais pas l'expliquer à l'époque. Je me souviens seulement de ce malaise étrange quand il est resté planté dans l'embrasure de ma porte après m'avoir souhaité bonne nuit, de sa voix devenue trop douce, comme s'il tentait de taire une pensée qu'il n'aurait pas dû avoir. Il a fermé la porte derrière lui et je suis restée immobile, les mains cramponnées à la couverture, comme si elle pouvait me maintenir entière. Il n'a rien fait d'ouvertement cruel ou évident ce soir-là, rien que j'aurais su nommer. Mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange, que je ne comprenais pas encore, un inconfort profond qui s'est accroché à moi pendant des jours, puis des années. Un sentiment qui m'a fait douter de mes propres instincts, avant même de savoir qu'ils pouvaient être justes. Quand ma mère est rentrée et a entr'ouvert la porte pour voir si je dormais, je faisais semblant. Elle m'a embrassé sur le front, m'a murmuré bonne nuit et a éteint la lumière. Je me rappelle la chaleur de sa main, combien je voulais croire que tout allait bien. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Un pressentiment silencieux s'était installé dans ma poitrine et je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire. Le lendemain matin, tout avait l'air identique. Ma mère fredonnait en préparant des crêpes dans la cuisine et je restais assise à la table, tentant d'imiter son rythme. Mais je n'avais pas faim. Mon regard revenait sans cesse vers le couloir, comme si je m'attendais à le voir réapparaître, bien qu'il soit parti tôt. Ma poitrine était serrée, comme si je retenais une question que je ne pouvais pas poser. C'est ce matin-là que le silence a commencé. Pas parce que je ne voulais pas parler, mais parce que je ne savais pas ce que j'étais censée dire. Je ne savais pas si quelqu'un me croirait, ou si ce que j'avais ressenti comptait vraiment. Alors je l'ai replié, bien soigneusement, comme une chose précieuse qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on sait déjà ne pas pouvoir partager. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté de revenir à la normale. Je suis allée à l'école, j'ai fait mes devoirs, j'ai joué avec mes poupées comme toujours. Mais quelque chose en moi s'était tu. Je me surprenais à m'arrêter au seuil de chaque pièce, à écouter d'abord, comme si les murs pouvaient m'avertir en cas de danger. J'ai cessé de lever la main en classe. J'ai arrêté d'inviter des amis à la maison. J'ai appris à devenir petite, discrète. Ma mère ne l'a pas remarqué. Ou alors, elle ne voulait pas voir. Elle me félicitait d'être sage, de ne pas faire d'histoire. Elle ne savait pas que ce qu'elle appelait de la politesse, c'était en réalité de la peur déguisée. Ce fut la première fissure, invisible pour les autres. Mais pour moi, elle marquait le début d'un langage que j'allais devoir apprendre très jeune, celui du silence. Je me souviens d'un après-midi, peut-être une semaine plus tard, assise à la table de la cuisine pendant que ma mère préparait sa célèbre confiture de pêche. C'était le genre de journée qui aurait dû sembler douce et sans danger, le genre de moment tranquille que nous partagions, rien que nous deux. Je la regardais remuer le mélange, racler les bords de la marmite avec une détermination précise, comme si elle essayait de faire fondre quelque chose de plus tenace que du sucre cristallisé. J'ai pensé à parler à ce moment-là. Pas de tout, juste assez pour voir sa réaction. J'ai même ouvert la bouche, mais avant que je puisse prononcer un mot, elle a levé les yeux, m'a souri d'un air épuisé et tendre, et m'a dit: tu es une vraie petite perle ces derniers temps. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi. C'était suffisant pour me faire taire. J'ai refermé la bouche, hoché la tête et lui ai rendu son sourire. Je me suis convaincue qu'il n'était pas nécessaire de briser cet instant, que ce n'était pas le bon moment. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur qu'elle ne me croie pas. Peur qu'elle me demande de ne plus en parler. Et alors je me retrouverai non seulement avec ma douleur, mais aussi avec le poids de son silence. La fois suivante où j'ai vu mon oncle René, c'était à l'église. Il se tenait près de l'autel, discutant avec le curé, vêtu d'un costume soigneusement repassé. Lorsqu'il m'a aperçu, il m'a fait un clin d'œil, comme si nous partagions une blague. Mon estomac s'est noué. J'ai senti la main de ma mère dans mon dos, m'incitant doucement à avancer. Va lui dire bonjour, a-t-elle chuchoté. J'ai obéi. J'obéissais toujours. Ce jour-là, pendant le déjeuner familial, tout semblait plus bruyant que d'habitude. Le tintement des couverts, le raclement des chaises, les éclats de rire qui me paraissaient lointains. Je regardais autour de moi et je ne savais plus comment faire partie de cette famille. J'étais encore leur fille, leur nièce, la petite Élise discrète. Mais quelque chose en moi avait changé et je n'avais toujours pas les mots.
Tout ce que je savais, c'est que le silence avait commencé à parler une langue que je commençais à comprendre. Ce n'était plus seulement l'absence de mots, c'était un code, une manière de survivre, de se faire oublier, de ne pas déranger. Je comprenais de mieux en mieux comment me fondre, comment éviter les regards, comment répondre avec un sourire plutôt qu'une vérité. Je devenais experte en disparition, et ma mère, elle, continuait à remuer sa confiture comme si de rien n'était, à sourire aux voisins, à faire l'éloge de sa fille bien élevée, sans jamais se douter que ce qu'elle appelait sagesse n'était en réalité que de la peur soigneusement pliée entre mes côtes. Ce n'est qu'un an plus tard que le silence s'est enfin fendu. Je m'en souviens comme si c'était hier, justement parce que cette journée avait commencé de la manière la plus banale qui soit. C'était le printemps, celui où tout sent la terre tiède et le lilas en fleurs. Ma mère était encore dans la cuisine, en train de préparer une nouvelle fournée de confiture de pêche. Elle aimait le faire en grande quantité, toujours en fredonnant, les fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer la brise. J'étais assise à la table, censée faire mes devoirs, mais je ne lisais pas vraiment la page devant moi. Je regardais ses mains, comment elles bougeaient avec assurance, comment qu'elles ne tremblaient jamais. Je crois que c'est ça, finalement, qui m'a poussée. Voir à quel point elle semblait sûre d'elle pendant que moi, je me sentais en désordre, remplie de sentiments troubles que je ne savais pas nommer. Je n'avais rien prévu. Les mots sont sortis tout seuls, tout bas, comme un fil qui casse. J'ai dit son prénom, puis j'ai murmuré, il m'a fait me sentir bizarre. Ma voix s'est brisée sur ce dernier mot, mais j'ai continué. Ce soir-là, quand il devait me garder, je n'ai pas aimé sa manière d'être avec moi. Je ne me sens toujours pas bien. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle s'est figée, la cuillère est restée suspendue dans les airs, figée elle aussi. Puis elle a quand éteint la gazinière, a posé la cuillère, et pendant un long instant, c'est comme si la cuisine avait cessé de respirer. Elle m'a regardée, pas avec de la surprise, ni de la confusion. Juste un calme figé, presque glacé. Et elle a dit: «On ne dit pas des choses comme ça. C'est le frère de ton père. Tu veux briser cette famille?» Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient tellement que je les ai glissées sous mes cuisses pour les immobiliser. J'avais l'impression d'avoir commis une faute grave, d'avoir ruiné quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas crié, elle ne m'avait pas traitée de menteuse. Elle avait dit ça comme si j'avais enfreint une règle sacrée, comme si dire ces mots à voix haute était pire que ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle a rallumé le feu et s'est remise à remuer la confiture. Je regardais ses épaules se lever et s'abaisser, son dos tourné vers moi. Je suis restée assise là un long moment, puis je me suis levée et pris mon cahier et suis montée dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé. J'ai regardé le plafond, me demandant si j'avais tout inventé, si elle avait raison. Ce jour-là a marqué un changement profond. Je n'avais pas encore les mots, mais j'avais compris. À partir de ce moment, je n'ai plus essayé d'en parler. Je n'ai plus cherché de réconfort. J'ai compris que préserver le nom de la famille comptait davantage que protéger ceux qui en faisaient partie. Ce jour-là, je ne suis plus simplement devenue une fille. Je suis devenue un secret, une menace à dissimuler. Après ce jour dans la cuisine, rien n'a changé en apparence. Mais à l'intérieur, tout s'était déplacé. Ma mère n'a jamais reparlé de ce que je lui avais confié. Pas même un mot, pas même un regard. Comme si mes paroles s'étaient évaporées dans la vapeur qui s'élevait de la marmite. Mais je sentais bien la différence dans sa manière de me regarder. Ses yeux, qui autrefois savaient tout de suite quand j'étais fatiguée ou contrariée, glissaient à présent sur moi, à peine une seconde de plus que nécessaire. Elle ne voulait plus voir trop clairement, pas ce que j'étais devenue, pas ce que je savais. Alors, dans cette maison, je suis devenue quelqu'un d'autre. Toujours Élise, toujours la fille qui débarrassait la table, qui pliait son linge, qui obtenait de bonnes notes. Mais ma place dans la famille avait silencieusement changé. C'était comme si j'occupais le même espace physique, mais avec une fonction nouvelle. Ne pas déranger, ne pas faire de vagues, ne plus rappeler ce que j'avais dit une fois et qui avait failli tout faire basculer. J'ai appris à me faire petite d'une manière qui ne se remarquait pas. Je riais quand il fallait. Je hochais la tête, je souriais, je servais les plats lors des réunions de famille. J'aidais mes cousines à trouver les toilettes pendant les fêtes. J'étais polie, serviable, fiable. Mais je n'étais plus tendre. Je ne pouvais plus l'être. Il n'y avait plus de place pour ça. Pas après ce que je savais. Et ce que j'avais compris qu'on ne voulait pas entendre. Mon oncle René continuait à venir aux repas de famille, toujours le même entrain, les mêmes histoires bruyantes, les cartes d'anniversaire avec un billet de 20 francs glissé à l'intérieur. Tout le monde l'adorait, surtout ma mère. Elle s'illuminait dès qu'il franchissait la porte. Sa voix devenait plus aiguë, son dos se redressait comme si elle avait rajeuni de 20 ans. Je l'observais, les mâchoires si serrées, un sourire parfaitement en place.
Et chaque fois qu'il posait sa main sur mon épaule ou plaisantait que je devenais une jolie jeune fille, je me figeais. Juste une seconde, juste assez pour me rappeler de respirer. Peu à peu, j'ai cessé de penser à raconter mon histoire à quelqu'un d'autre. Je me suis convaincue qu'il n'y avait aucun intérêt. Si ma propre mère ne m'avait pas cru, n'avait même pas voulu écouter, qui le ferait? Alors j'ai enterré tout ça, tellement profondément que j'ai presque oublié ce qui l'avait déclenché. Je me suis répété que j'avais eu de la chance, que rien de plus grave n'était arrivé, que j'exagérais, que j'étais dramatique. Je me récitais ces choses comme des prières, et bientôt je n'ai plus attendu de réconfort. Je n'ai plus espéré être sauvée. À la place, j'ai construit une version de moi-même qui pouvait survivre. Une fille bien, une fille discrète, une fille qui ne posait pas de problème. Les professeurs me félicitaient pour ma maturité. Les parents de mes camarades disaient que j'étais un exemple. Mais ils ne savaient pas que je n'avais pas grandi trop vite. J'avais juste appris à disparaître très tôt. 2 ans plus tard, nous avons déménagé. Mon père avait obtenu un poste de contremaître dans une usine près de Clermont-Ferrand, et la maison a été vidée en quelques jours. Tout a été emballé, étiqueté, empilé dans un camion. Je me souviens d'être restée dans l'embrasure de la porte de ma chambre, regardant les murs nus où mes affiches avaient été décrochées. Le couvre-lit rose était déjà plié, prêt à partir. Cela aurait dû ressembler à un nouveau départ, une page blanche. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Le silence ne restait pas dans les pièces vides. Il voyageait avec nous. Mon oncle René, lui, ne venait pas. Il restait dans notre ancienne ville, et personne ne m'a dit pourquoi. Je ne l'ai pas demandé. Je n'en avais rien à faire. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne viendrait plus nous rendre visite à l'improviste, ne s'assierait plus à côté de moi aux anniversaires, ne me demanderait plus de l'aider à porter ses affaires à la voiture. Je devrais me sentir soulagée, pensais-je. Mais ce que je ressentais était plus flou, plus pesant. Un genre de chagrin, mais pas celui qui fait pleurer, celui qui se glisse dans les os et rend chaque geste plus lent, celui qu'on éprouve quand on perd quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. La nouvelle maison était plus petite, plus serrée. Mes parents disaient que ce serait plus chaleureux, plus facile à entretenir. Moi, je savais juste qu'il y aurait moins d'endroits où se cacher. Ma nouvelle chambre avait des murs couleur crème et une fenêtre qui donnait sur un grand pin. La première nuit, j'ai laissé la lumière allumée. Pas parce que j'avais peur qu'il revienne, je savais qu'il ne reviendrait pas, mais parce que mon corps ne savait toujours pas ce que signifiait se sentir en sécurité dans l'obscurité. L'école a commencé peu après. Nouvelle ville, nouveaux uniformes, nouvelles règles. Je n'ai pas trouvé ça difficile. La routine m'allait bien, elle me permettait de ne pas trop penser. Je ne me suis pas fait d'amis immédiatement, mais je ne me suis pas sentie seule non plus. La solitude exige un désir de lien, et ce désir-là, je l'avais laissé derrière. J'étais polie, réservée, appliquée. La même Élise, simplement déplacée dans un autre code postal. Ma mère s'est acclimatée très vite. Elle alla rejoindre un groupe de prière, préparer de la confiture pour les voisines, rempli nos samedis de brocante et de kermesse. Elle n'a jamais évoqué le passé, pas une fois. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Pour elle, le déménagement avait tout effacé. C'était comme si l'histoire avait été réécrite et que nous étions mieux maintenant. Je l'observais et je comprenais, c'était ainsi qu'elle survivait, en faisant semblant qu'il n'y avait jamais eu de blessure. Et moi, j'ai appris à faire pareil. J'ai mémorisé les nouveaux itinéraires de bus, les noms des professeurs, la manière dont la lumière clignotait dans le couloir du haut. J'ai appris à garder ma voix douce, mon visage calme, mes pensées si bien rangées. Et quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais plus une enfant. Je voyais quelqu'un qui savait très bien faire semblant d'aller bien. C'est au lycée que j'ai rencontré quelqu'un qui a rendu le silence un peu moins solitaire. Elle s'appelait Sandrine et elle s'asseyait à côté de moi en biologie. Elle n'était ni bruyante ni particulièrement populaire, mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de calme inquiet, comme si elle savait comment rester invisible dans une pièce trop bruyante. Nous ne sommes pas devenus amis immédiatement. C'était une de ces amitiés lentes, tissées au fil des devoirs partagés, des trajets en bus, des silences qui veulent dire plus que les mots. Un après-midi, nous travaillions sur un exposé chez elle. Sa mère allait et venait dans la cuisine, posant trop de questions avec une voix trop aiguë. Sandrine ne répondait que par des murmures, le regard baissé sur sa feuille. Quand sa mère est enfin partie faire les courses, elle s'est affalée sur le canapé, a soufflé comme si elle retenait son souffle depuis des heures. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a haussé les épaules. Elle n'écoute jamais, elle parle par-dessus toi, et après, elle se demande pourquoi tu te tais. Ici, certainement que c'était son gig. Il y avait une lassitude dans sa voix qui m'a fait me redresser. Pas juste de l'agacement, une pesanteur.
Je n'ai pas insisté, je me suis contentée d'un signe de tête. Elle m'a regardé longtemps, comme si elle décidait si elle pouvait me faire confiance. Puis presque à sa voix basse, elle a dit: «Mon beau-père est bizarre avec moi. Rien que je puisse prouver. Mais il me met mal à l'aise». Et quand je l'ai dit une fois, elle y a répondu que j'avais du mal comprendre. Quelque chose s'est tendu en moi, net, immédiat, douloureusement familier. Je n'ai pas dit grand-chose. Je crois que j'ai murmuré: «Je suis désolée». Et je le pensais. Mais au fond de moi, je sentais comme un miroir qu'on venait de tendre devant moi. Pour la première fois, j'entendais mon histoire dans la voix de quelqu'un d'autre. Nous n'en avons pas reparlé tout de suite. Pas pendant longtemps. Mais après, quand cet après-midi-là, nous nous sommes rapprochés. Nous nous sommes installés côte à côte sans raison apparente. Nous trouvions des prétextes pour rentrer ensemble. Et quand un garçon disait une remarque déplacée, on se croisait du regard. C'était notre langage, la reconnaissance discrète, la compréhension silencieuse, sans besoin d'explication. Sandrine a déménagé avant la terminale. Sa mère s'était remariée et avait obtenu un poste dans une autre ville. Le jour de son départ, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit: «Prends soin de toi, d'accord?» J'ai hoché la tête, mais qu'est-ce que je voulais vraiment dire, c'était merci. Parce que en quelques années, elle m'avait rappelé que je n'étais pas seule, qu'on n'était pas brisé, juste pas entendu. Après son départ, je gardais précieusement cette amitié dans un coin de ma mémoire. Pas pour ce qu'on avait partagé, mais pour ce qu'on n'avait pas eu besoin de dire. Elle était la preuve que le silence n'était pas qu'à moi, qu'il existait d'autres filles qui vivaient avec des choses indicibles, qui souriaient quand elles voulaient hurler, qui survivaient sans jamais qu'on leur demande ce dont avaient besoin. Nous étions les filles qui ne parlaient jamais, mais qui se reconnaissaient. Je me suis mariée jeune, pas par amour, pas vraiment. Plutôt parce que c'était la suite logique des choses. J'avais terminé le lycée, suivi quelques cours dans une petite école de secrétariat, puis j'ai rencontré Marc lors d'un goûter paroissial. Il était gentil, d'une gentillesse simple et constante, du genre à te faire croire que le monde pouvait être prévisible. Il aimait que je l'écoute. J'aimais qu'il ne me pose pas trop de questions. On a été fiancés au printemps, mariés à l'été. Le mariage était modeste, dans une petite salle communale décorée de pivoine et de rubans en toile de jute. Il n'y avait que la famille et quelques proches. J'ai porté le voile de ma mère. Elle a pleuré en l'épinglant dans mes cheveux, m'a appelé sa belle-fille, a dit à quel point elle était fière. J'ai hoché la tête, souri, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'assister à la vie de quelqu'un d'autre. Comme si je jouais un rôle prévu d'avance, sans jamais avoir lu le scénario. La vie conjugale m'a convenu au début, comme le silence. C'est structuré, prévisible, rassurant. Marc travaillait beaucoup, je m'occupais de la maison. Nous n'étions pas passionnés, mais nous étions polis. Et cette politesse, au début, suffisait. Puis je suis tombée enceinte. Et là, tout a changé. Une nuit, allongée dans notre lit, une main sur mon ventre encore plat, j'ai murmuré: «Tu ne connaîtras jamais ce que j'ai connu». Je ne savais pas encore comment je tiendrais cette promesse, mais je l'ai faite quand même. La maternité a ouvert en moi quelque chose que je n'avais jamais osé regarder en face. Quand j'ai tenu ma fille pour la première fois, minuscule et fragile, j'ai compris combien elle dépendait de moi. Et soudain, tout ce que j'avais tu, tout ce que j'avais caché si profondément, est remonté à la surface comme une marée que plus rien ne retenait. Je suis devenue hyper vigilante. Trop, sans doute. Je refusais de la laisser seule avec quiconque, même de la famille. J'inventais des excuses, je fuyais les invitations, je construisais autour d'elle une bulle hermétique. Marc l'a remarqué, bien sûr. Un jour, il m'a demandé, d'une voix douce, pourquoi je semblais si nerveuse, pourquoi je tressaillais quand son frère prenait notre fille dans ses bras. J'ai répondu que je m'inquiétais beaucoup, que le monde avait changé. Il n'a pas insisté, il m'a fait confiance. Et je l'en ai aimé un peu plus pour ça, même si je ne pouvais pas lui dire toute la vérité. Je n'étais pas encore prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Ma mère venait souvent nous voir, au début. Elle s'apportait des pots de confiture, des gratins, rangeait ma cuisine comme si c'était la sienne. Elle me disait que j'étais une mère formidable. Je l'écoutais, en la scrutant, guettant le moindre signe qu'elle se souvenait, qu'elle portait encore un fragment du silence que je traînais comme un fardeau. Mais elle ne disait jamais rien. Elle jouait avec sa petite fille, complimentait mes rideaux, souriait aux photos sur le frigo. Elle faisait comme si tout était intact. Alors j'ai continué à faire semblant aussi, parce qu'à l'époque, c'était encore plus facile que d'affronter ce qu'elle refusait de reconnaître. Mais au fond de moi, je savais que cette comédie ne pourrait pas durer éternellement. J'avais 63 ans quand mon oncle René est mort. Une attaque pendant son sommeil, ont-ils dit. Je ne l'avais pas vu depuis des années. La dernière fois, c'était lors du mariage d'un cousin éloigné. Il m'avait serré la main, souri, comme si nous étions de vieux amis.
Ce jour-là, j'avais gardé ma fille près de moi, refusant poliment qu'il danse avec elle. Il avait ri, bien sûr, mais quelque chose avait vacillé dans son regard. Peut-être qu'il se souvenait, peut-être qu'il croyait que j'avais oublié. Quand le téléphone a sonné pour m'annoncer son décès, c'est ma mère qui parlait. Sa voix tremblait. Elle m'a dit, en larmes, que le monde venait de perdre un homme exceptionnel, qu'elle avait toujours admiré sa générosité, son humour, sa manière d'aider les autres sans jamais attendre de retour. Je l'ai écouté sans broncher. J'ai dit les choses qu'on est censé dire dans ces moments-là. Je n'ai pas contesté. À quoi bon? Elles avaient besoin de croire à cette version de lui, celle qu'elle pouvait pleurer sans honte. Les obsèques ont été très suivies. L'église était pleine. Le curé a parlé de René comme d'un homme de foi, d'un pilier du quartier, un mari dévoué, un oncle généreux, un citoyen engagé. J'étais assise au troisième rang, les mains serrées sur mes genoux, les phalanges blanches. Ma fille, désormais adulte, m'a jeté un regard inquiet. Elle ne savait rien encore, mais elle sentait mon silence comme un écho dans la nef. Ma mère était au premier rang, dans son fauteuil roulant, l'obituaire entre les mains, les yeux embués. Elle pleurait à chaudes larmes, essuyant ses joues avec le mouchoir brodé que je lui avais donné. Je l'ai observée et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la tristesse. Pas pour lui, pour elle, pour ce qu'elle n'avait jamais voulu voir, pour la fille qu'elle avait muselée, pour l'histoire qu'elle avait préféré enterrer. Après la cérémonie, les gens échangeaient des souvenirs. Ils riaient, se pleuraient, se réconfortaient. Une vidéo défilait en boucle, photos d'enfance, vacances bas en camping, anniversaires autour de gâteaux faits de maison. La vie d'un homme, soigneusement monté pour raconter une histoire qui n'était pas la mienne. Je suis restée là, au milieu de tous, invisible en pleine lumière, tenant mon silence comme on tiendrait un vase fragile, dans une pièce remplie d'aveugles. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai erré dans la maison, pieds nus, les lattes froides sous mes pas, et l'esprit habité par cette question lancinante. Qui était-il vraiment, cet homme qu'on pleurait si fort? Et qui étais-je, moi, à l'intérieur de cette version déformée du passé? C'est là, dans cette insomnie calme, que j'ai allumé mon ordinateur. Au début, juste quelques lignes. Une phrase que je n'avais jamais osé écrire. Et puis, sans prévenir, tout s'est mis à couler. Pas avec rage, avec précision, avec mémoire, avec la voix qu'on m'avait volée et que je reprenais enfin. J'ai écrit toute la nuit. Pas une confession, pas une plainte, juste la vérité. Mon histoire, celle d'une petite fille qui avait essayé de parler et à qui on avait dit de se taire. Celle d'une femme qui avait porté ce poids pendant 50 ans, le cœur pressé entre le devoir et la peur. Je n'ai pas nommé mon oncle. Ce n'était pas nécessaire. Ceux qui savaient sauraient. Ceux qui ne savaient pas n'avaient pas besoin de plus. Ce n'était pas une vengeance. C'était un témoignage. Une main tendue à celle que j'avais été et à toutes les autres qui avaient dû se taire. J'ai signé de mon nom complet, Élise Charpentier. Pas d'initiale, pas d'anonymat. Je n'étais plus cette fille-là. J'étais une femme qui avait survécu, élevé une fille, appris à vivre avec la douleur sans la laisser me dévorer. Et je ne voulais plus me cacher. Quand le rédacteur du journal local m'a appelé pour confirmer ma soumission, il m'a demandé, avec douceur, «Vous êtes certaine de vouloir que ce soit publié?» J'ai dit oui. Pas pour attirer l'attention, pas pour obtenir justice, mais parce que je ne voulais pas que cette histoire meure avec moi. L'article est paru le dimanche suivant, à la même place où, une semaine plus tôt, le journal avait publié l'éloge funèbre d'un homme qu'ils appelaient un exemple pour la communauté. Cette fois, les mots racontaient une autre histoire. Pas de nom, pas de date, juste une douleur reconnaissable, une vérité nue. Et beaucoup, dans la ville, ont su de qui il s'agissait. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des appels, quelques lettres, un mail d'une femme que je ne connaissais pas. Moi non plus, je n'ai jamais raconté. Une enveloppe déposée dans ma boîte aux lettres, sans nom, avec un simple mot à l'intérieur. Merci d'avoir dit ce que je n'ai pas pu. Bien sûr, il y a eu des critiques. Un cousin éloigné m'a téléphoné, furieux, disant que j'aurais dû avoir honte. Une ancienne amie de ma mère a laissé un message vocal, m'accusant de semer le trouble pour rien. Mais pour chaque reproche, il y avait une voix plus douce, plus tremblante, plus reconnaissante. Juin, si. Ma mère, elle, n'a pas appelé tout de suite, pas pendant une semaine. Puis un après-midi, le téléphone a sonné et j'ai décroché sans réfléchir.
Sa voix était dure, plus cassante que je ne l'avais entendue depuis longtemps. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, a-t-elle dit. À lui, à nous. Je suis restée debout dans la cuisine, le regard perdu à travers la fenêtre, fixant le vieux cerisier dans le jardin. Je l'ai laissé parler, je n'ai pas débattu, je n'ai pas justifié. Quand elle a eu fini, j'ai simplement dit: «Je ne l'ai pas fait contre toi. Je l'ai fait pour moi». Nous ne nous sommes plus parlé pendant longtemps, mais je n'ai jamais regretté. J'avais porté cette vérité comme une maladie invisible, et pour la première fois, je respirais enfin. Les jours qui ont suivi furent étrangement silencieux, mais pas comme avant. Ce n'était pas le silence de l'étouffement, c'était celui qui vient après un séisme, quand tout a bougé, que la poussière retombe, et que chacun tente de comprendre la nouvelle forme du paysage. Le téléphone ne sonnait presque plus. Ma boîte mail restait vide, à part quelques messages sobres. Dans la rue, les visages familiers croisaient le mien avec une hésitation nouvelle. Certains baissaient les yeux trop vite, d'autres les soutenaient un peu trop longtemps. Je sentais l'histoire me suivre, mais cette fois, je ne fuyais pas. Un soir, ma fille est venue dîner. Je ne lui avais pas parlé de l'article avant sa parution. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Elle l'avait lu, bien sûr. C'était aussi son journal local. Elle s'est assise en face de moi, son assiette encore intacte, les mains croisées sur la table. Elle m'a regardé longtemps avant de demander: «Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit?» Ce n'était pas un reproche, juste une vraie question. J'ai pris une inspiration, parce que je voulais que tu grandisses libre de ça. Je ne voulais pas que ça te touche. Elle a hoché la tête lentement, son regard posé sur moi comme si elle m'observait avec de nouveaux yeux. Puis elle laissa glisser sa main sur la mienne. Je crois que je comprends maintenant. Pourquoi tu étais si prudente? Pourquoi tu ne me laissais jamais seule avec les gens, même ceux de la famille? Je pensais que tu étais juste trop inquiète. Mais tu me protégeais, vraiment. Ce soir-là, nous avons parlé plus qu'en plusieurs années réunies. Pas seulement de l'article, mais de tout ce qui l'avait influencé. La façon dont je l'avais élevé, mes choix, mes silences. Elle n'a pas pleuré, elle ne m'a pas plainte. Elle a écouté. Et dans cette écoute, quelque chose s'est réparé entre nous. Comme si un fil longtemps distendu avait enfin été renoué. D'autres personnes ont aussi trouvé des façons plus discrètes de me tendre la main. Une ancienne camarade de classe m'a envoyé une carte avec ces quelques mots: «Tu as toujours été courageuse, même sans le savoir». Une voisine m'a arrêtée devant ma boîte aux lettres. Elle a dit: «J'ai lu ton texte, je te crois». Et même si certains membres de la famille se sont éloignés, leur absence ne m'a pas fait mal comme je l'aurais cru. Elle a simplement confirmé ce que je savais depuis longtemps. Certains préfèrent manquer la paix au prix du silence, plutôt que la vérité au prix du trouble. Mais je n'avais pas écrit ce texte pour eux, je ne l'avais pas écrit pour accuser ou blesser, je l'avais écrit pour me réapproprier mon histoire, pour que cette vérité ne me dévore plus de l'intérieur. Et à partir du moment où elle a existé à l'extérieur de moi, j'ai ressenti un allègement inattendu. Pas parce que le poids avait disparu, mais parce que, enfin, je n'étais plus seule à le porter. Mon oncle René n'était plus là. Le souvenir que ma mère gardait de lui restait intact, figé dans une image qu'elle avait sculptée pour se rassurer. Mais ma version, celle que j'avais portée pendant toute une vie, était enfin sortie de l'ombre. Elle n'était peut-être pas acceptée par tous, mais elle avait été vue. Et cela, pour moi, suffisait. Un dimanche après-midi, peu de temps après la publication de l'article, je suis allée voir ma mère. Il faisait beau, un de ces jours lumineux qu'elle appelait autrefois un cadeau du bon Dieu. Elle était installée dans son fauteuil, près de la fenêtre donnant sur son minuscule jardin où les rosiers commençaient à fleurir. Elle ne m'a pas accueillie avec un sourire. Ses yeux ont effleuré les miens, puis se sont détournés, se posant sur un tas de courriers encore fermés. Nous avons parlé de choses neutres, comme deux étrangères polies. Le temps, les nouvelles du village, le chien des voisins. Mais le non-dit remplissait la pièce comme une buée épaisse. Je savais pourquoi j'étais venue. Et elle le savait aussi. Finalement, j'ai pris une longue inspiration et dit, sans colère: «Je sais que tu n'as pas voulu que cette histoire soit racontée, mais c'était la mienne, et je ne regrette pas de l'avoir dite». Elle m'a dit: Elle qu'elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a plié une serviette posée sur ses genoux, lentement, comme si chaque pli pouvait effacer un mot imprimé dans le journal. Puis elle avait murmuré: «Il y a des choses qui devraient vraiment te rester enfouies, Élise. Tu ne te rends pas compte de ce que ce genre d'accusation fait à une famille». Je l'ai regardée, le cœur étrangement calme. Si, je me rends compte. Je sais exactement ce que ça fait. Je l'ai vécu. Elle ne n'a pas levé les yeux, et dans ce moment suspendu, j'ai compris qu'elle ne le ferait jamais. Elle ne me dirait jamais ce que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Pas une reconnaissance.
Pas un pardon, rien. Et quelque chose en moi s'est défait, un fil invisible qui m'avait toujours maintenu dans l'espoir. Je n'avais plus besoin qu'elle voie, je n'avais plus besoin qu'elle dise les mots, j'avais cessé d'attendre. Je ne suis pas venue pour me battre, ai-je ajouté doucement. Je voulais juste que tu saches que je ne porte plus ça. C'est fini. Ce chapitre de ma vie est clos. Elle est restée silencieuse un moment, puis a murmuré. Tu as toujours été dramatique, toujours besoin d'un combat à mener. Sa voix n'était pas cruelle. Elle était Elle était lasse, comme celle d'une femme qui s'accroche à un passé réinventé parce que la vérité serait trop lourde à supporter. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, je l'ai embrassée sur la joue. Elle laissa tressaillir, mais ça ne m'a pas repoussée. Je suis partie sans me retourner, la porte moustiquaire claquant doucement derrière moi. Je n'ai pas ressenti de triomphe, pas de victoire, juste une clarté nouvelle, une certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait, que la vérité avait été dite, pas pour blesser, mais pour me libérer, pour que le silence qui m'avait façonné n'ait plus le pouvoir de façonner d'autres vies. Ce fut notre dernier échange en face à face. Quelques mois plus tard, je suis montée au grenier. Je ne cherchais pas à me replonger dans le passé, je voulais juste retrouver un vieux manteau d'hiver que je croyais avoir rangé là-haut. Mais l'odeur de poussière, de bois sec et de souvenirs entassés m'a saisie dès que j'ai ouvert la trappe. Dans un coin, entre deux cartons affaissés, j'ai aperçu l'album vert aux bordures de doré, celui que ma mère remplissait méticuleusement chaque année avec des photos de vacances, de Noël, de fêtes d'école. Je l'ai descendu avec précaution et posé sur la table de la salle à manger. La lumière de fin d'après-midi dessinait de longues ombres sur le parquet. J'ai tourné les premières pages avec lenteur, les images de moi bébé, emmitouflée dans une couverture, un sourire édenté lors de mon 2e anniversaire, des souvenirs figés, doux en apparence. Puis, au fil des pages, je suis tombée sur une photo que je n'avais pas vue depuis des décennies. J'avais 11 ans. Je portais une robe jaune à petites fleurs blanches. Celle du dimanche où tout avait changé. À côté de moi, mon oncle René, sa main posée légèrement sur mon épaule, et moi, souriant, un sourire large, éclatant. Si on ne savait rien, on aurait cru que c'était un instant parfait. Mais je savais. Je suis restée longtemps à fixer cette image. Pas avec colère, avec un mélange étrange de tristesse et de tendresse pour la fillette que j'étais. Une enfant qui avait appris très tôt à sourire comme on l'attendait d'elle, à faire semblant pour ne pas déranger. Je me souvenais de la lourdeur de ce sourire, de l'effort qu'il m'avait fallu pour le maintenir, alors que tout en moi criait. Autrefois, j'aurais peut-être arraché la photo, peut-être même tenté de la brûler. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissée là, à sa place. Parce que cet album n'était pas seulement un recueil de souvenirs heureux, c'était la preuve de ce qui avait été. Une mémoire collective arrangée, mais qui contenait aussi, entre les lignes, la vérité que j'avais portée si longtemps. Je l'ai refermé doucement, puis replacé sur une étagère. Pas caché, pas exposé non plus, juste rangé, là où il devait être. Ce soir-là, ma petite fille est venue me rendre visite. Elle a traversé le salon en courant, glissant sur le parquet avec ses chaussettes, riant comme seuls les enfants se savent dans le faire. Elle m'a demandé si on pouvait faire un gâteau. Nous avons mesuré la farine, cassé les œufs, regardé le sucre fondre dans le beurre chaud. Et je l'ai observée, légère, protégée, joyeuse. Dans ce moment simple, j'ai senti quelque chose de paisible se déposer en moi. Pas parce que le passé avait disparu, mais parce que, pour la première fois, il ne contrôlait plus le présent. La photo, elle, resterait là, non pas comme une cicatrice, mais comme une page de l'histoire. Et cette histoire, c'est moi qui la détenais désormais. C'est moi qui en choisissais la suite. Il y a un banc près du lac, à quelques pas de ma maison. Un endroit discret, à peine visible du chemin principal, ombragé par les érables qui berçaient l'air d'un murmure tranquille. J'y vais souvent depuis ma retraite, parfois avec un livre, parfois avec un thermos de thé, mais le plus souvent avec rien d'autre que mes pensées. C'est là que je me suis retrouvée un matin de fin d'été, quand ma petite fille m'a posé une question inattendue. Elle n'avait que 8 ans, les pieds qui ne touchaient pas encore le sol, balançant doucement ses jambes sous le banc. Elle regardait l'eau avec cette curiosité sérieuse que seuls les enfants peuvent avoir. Puis, sans me regarder, elle a demandé: Mamie, est-ce que toi aussi tu as eu peur quand tu étais petite? Je l'ai observée un instant. Elle ne jouait pas, elle ne cherchait pas une histoire inventée, elle voulait une vérité, une réponse à une question qu'elle ne savait peut-être même pas encore formuler entièrement. J'ai pris une inspiration lente, j'ai pensé à toutes ces années passées à cacher cette peur, à la déguiser en prudence, en vigilance, en silence. Oui, ai-je dit doucement, il m'est arrivé d'avoir peur.
Mais j'ai appris à avancer quand même, et j'ai appris à parler, même quand c'était difficile. C'était. Elle a hoché la tête, paisiblement, comme si cela répondait à ce qu'elle voulait savoir. Nous sommes bien restés là, toutes les deux, à regarder l'eau danser sous le vent. Puis, sans un mot, elle a glissé sa main dans la mienne. Ce geste simple, spontané, m'a bouleversée. Il contenait tout ce que je n'avais jamais reçu enfant. La confiance, la sécurité, la connexion silencieuse d'un amour qui n'a besoin d'aucune preuve. Je n'ai pas eu besoin de lui raconter les détails. Je ne lui n'ai pas tendu mon passé comme un fardeau. Ce qui comptait, c'était l'espace entre nous. Sain, ouvert, protégé. C'était ça, mon héritage pour elle. Non pas une répétition de ce que j'avais vécu, mais la construction d'un autre monde, dans lequel sa voix n'aurait jamais besoin de permission. On me demande parfois à quoi ressemble la justice dans une histoire comme la mienne. Et la vérité, c'est qu'elle n'a pas toujours le visage du pardon ou des grands discours. Parfois, elle se manifeste dans le silence apaisé d'un matin, au bord d'un lac, dans la main chaude d'une enfant qui vous croit sans même connaître les mots. Parfois, la justice, c'est de savoir que la peur s'est arrêtée à votre génération. Ce matin-là, le lac scintillait doucement. Ma petite fille fredonnait un air inconnu. Et moi, pour la première fois, je n'avais plus l'impression de porter un secret. J'avais parlé, j'avais protégé, j'avais guéri. Pas tout à fait, mais suffisamment pour qu'elle, elle puisse avancer sans chaîne. Le lac était calme ce matin-là. Pas un souffle ne troublait la surface. Les érables projetaient leurs ombres sur l'eau, longues et paisibles, comme si le monde lui-même respirait plus doucement. Ma petite fille dessinait des cercles invisibles avec la pointe de son pied, murmurant une chanson inventée. Et moi, je regardais l'horizon, le cœur étrangement léger. Non pas parce que j'avais tout oublié, on n'oublie jamais vraiment, mais parce que je n'étais plus prisonnière de ce passé. J'ai souvent repensé à cette idée que ma mère m'avait répétée pendant des années, que certaines choses ne devaient ne pas être dites, que protéger la famille, c'était garder le silence. Je sais aujourd'hui à quel point elle avait tort. Le silence ne protège personne. Il ronge de l'intérieur, il empêche de guérir, il nourrit les monstres qu'on refuse de nommer. Il protège peut-être un nom, un héritage, une façade. Mais il détruit les personnes. Il m'a détruite pendant un temps. Et j'ai refusé qu'il en fasse autant à ma fille et maintenant à ma petite fille. Je ne regrette pas d'avoir parlé, je ne regrette pas d'avoir signé cet article, ni d'avoir confronté ma mère, même si ses mots n'ont jamais changé. Elle est partie quelques mois après notre dernière conversation. Je n'ai pas été appelée à l'hôpital à temps. C'était sans doute mieux ainsi. Je ne sais pas ce que j'aurais pu lui dire d'autre. Elle est partie avec son silence, et moi je suis restée là avec le mien. Mais le mien, désormais, n'est plus fait d'effacement, il est fait de choix. Ce que j'ai offert à ma fille, puis à sa fille, ce n'était pas une enfance parfaite. C'est une enfance surveillée, protégée, parfois trop. Une enfance construite autour d'une promesse que je ne savais même pas encore formuler, mais que j'ai tenue. Elle ne connaîtrait pas cette peur. Elle saurait qu'elles peuvent parler, qu'elles seront entendues. J'ai souvent été qualifiée de mère étouffante. On m'a dit que j'étais trop prudente, trop méfiante. On a ri de ma manière d'accompagner ma fille partout, de ne jamais laisser un adulte seul avec elle. Mais je sais ce que j'ai fait. Je tenais la frontière. Là où un jour personne ne l'avait tenue pour moi. Quand ma fille m'a dit « Je comprends maintenant », j'ai senti une boucle se refermer. Elle ne m'en voulait pas. Elle l'avait vu. Elle l'avait compris. Et dans sa compréhension, il y avait plus de pardon que je n'aurais jamais osé espérer. Je ne lui ai jamais raconté les détails. Je ne le ferai jamais. C'est pas utile. Ce qui compte, c'est qu'elle sache que je suis restée debout, que j'ai choisi de ne pas me taire, que j'ai décidé de vivre. Et aujourd'hui, en regardant cet enfant qui fredonnait à mes côtés, libre, joyeuse, je sais que le plus grand acte d'amour que j'ai accompli fut de dire la vérité. Non pas pour moi seule, mais pour toutes celles qui viendront après. Parce que dans ce monde, les secrets font mal. Et la vérité, même dite tard, peut encore sauver. Je n'ai pas sauvé ma mère, ni moi entièrement. Mais j'ai sauvé ma fille, et cette petite, là, à mes côtés, qui n'aura jamais à demander si sa peur compte. C'est cela mon héritage, et je n'ai plus peur de le porter.